J'ai tout perdu en un instant. Ma maison, ma dignité, mon sentiment d'appartenance. Imaginez, après 16 heures de travail épuisant à prendre soin des autres, je retrouve ma valise jetée dans le jardin comme un vulgaire déchet. Je m'appelle Françoise Moreau, j'ai 67 ans. Et ce jour-là, ma belle-fille a décidé que je n'étais qu'une vieille femme inutile qui ne méritait plus sa place dans ma propre maison. Cette soirée de novembre restera à jamais gravée dans ma mémoire. Le vent froid de la Bretagne s'engouffrait dans mon manteau usé, tandis que je fixais, incrédule, cette valise marron déposée sans ménagement sur les graviers de l'allée. Je venais de terminer une double garde à l'hôpital de Saint-Malo où je travaillais comme aide-soignante depuis plus de 30 ans. Mes jambes me faisaient mal, mes mains étaient gercées par les lavages répétés et mon dos me lançait à chaque mouvement. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre une tasse de thé chaud et m'effondrer dans mon fauteuil. Je me souviens avoir cligné plusieurs fois des yeux, persuadée que la fatigue me jouait des tours. Mais non, la valise était bien là, avec ce petit mot cruel épinglé dessus. L'écriture soignée et élégante de Claire ne laissait aucun doute. Il n'y a pas de place pour une vieille femme inutile ici. Signé, votre chère belle-fille. J'ai ressenti comme un coup de poignard en plein cœur. Mes mains tremblaient quand j'ai déplié ce papier. J'étais là, debout dans ce jardin que j'avais moi-même planté, devant cette maison que j'avais achetée avec l'argent économisé, sou après sou, pendant toute ma vie de travail. Cette maison où j'avais élevé mon fils Philippe après la mort précoce de son père. Cette maison où j'avais accueilli Claire à bras ouverts lorsque mon fils l'avait présentée comme sa future épouse. Le temps s'est figé pendant quelques secondes. J'entendais les vagues s'écraser contre les remparts de la vieille ville au loin, le cri des mouettes qui rentraient pour la nuit et mon propre cœur qui battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai regardé les fenêtres de la maison. Les rideaux étaient tirés, mais j'apercevais de la lumière. Ils étaient tôt là, mon fils et sa femme, probablement en train de dîner ou de regarder la télévision, attendant peut-être que je ramasse mes affaires et disparaisse sans faire d'histoire. Une partie de moi voulait frapper à la porte, exiger des explications, rappeler à mon fils que cette maison m'appartenait, que j'avais sacrifié ma vie entière pour lui offrir un toit et une éducation. Mais une autre partie, peut-être plus sage, m'a retenu. La dignité. C'est tout ce qu'il me restait à cet instant. J'ai ouvert la valise, là, dans l'allée. Claire y avait jeté quelques vêtements, mes médicaments, mon album photo et quelques bijoux sans valeur. Toute une vie réduite à si peu de choses. Mon carnet de recettes s'y trouvait aussi, celui que ma grand-mère m'avait transmis et que j'avais complété au fil des années. Je l'ai serré contre mon cœur comme un trésor. La pluie a commencé à tomber doucement, comme si le ciel pleurait avec moi. J'ai refermé la valise et je suis restée là, incapable de bouger, incapable de décider où aller. À 67 ans, je me retrouvais sans toit, après avoir travaillé toute ma vie. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. Un vieux modèle que Philippe m'avait offert pour les urgences. C'était Marguerite, ma plus vieille amie, qui s'inquiétait de ne pas m'avoir vue au café après mon service, comme c'était notre habitude le vendredi. « Françoise, tout va bien? Tu n'es pas venue au café du port ?» Ma voix s'est brisée quand j'ai essayé de lui répondre. Les mots ne voulaient pas sortir. « Françoise, je t'entends respirer, qu'est-ce qui se passe? » Ils m'ont mise dehors, Marguerite. Claire et Philippe, ils ont jeté mes affaires dans le jardin. Le silence au bout du fil, puis la voix indignée de mon ami. « J'arrive tout de suite, ne bouge pas. » 20 minutes plus tard, Marguerite était là, avec son vieux Renault Kangoo. Elle n'a pas posé de questions, m'a simplement prise dans ses bras, puis a chargé ma valise dans sa voiture. « Tu viens chez moi ce soir. Et demain, on réfléchira à tout ça ensemble. » Cette nuit-là, allongée sur le canapé lit de Marguerite, je n'ai pas fermé l'œil. Toutes sortes d'émotions se bousculaient en moi. La douleur, la trahison, l'incompréhension, mais aussi étrangement un sentiment de libération, comme si quelque chose s'était brisé, permettant à autre chose de naître. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, j'ai sorti mon vieux carnet de recettes et les feuilleté, les madeleines de ma grand-mère, les financiers que j'avais perfectionnés, les petits sablés que Philippe adorait quand il était enfant.
toutes ces recettes que j'avais délaissées ces dernières années, trop occupée à travailler, trop fatiguée pour cuisiner. Je crois que je sais ce que je vais faire, ai-je murmuré pour moi-même. Marguerite m'a trouvé ainsi, assise à sa table de cuisine, mon carnet ouvert devant moi, un sourire déterminé aux lèvres. « Tu as un plan ?» m'a-t-elle demandé en préparant du café. « Peut-être bien. Tu te souviens, avant de devenir aide-soignante, je voulais ouvrir une pâtisserie ?» Marguerite a souri, me servant une tasse fumante. « Je me souviens, tes gâteaux étaient divins. Tout le monde disait que tu avais un don. Le marché des Lys cherche toujours des exposants le samedi. Oui, mais... Tu penses vraiment? J'ai 67 ans, Marguerite. Je suis officiellement une vieille femme inutile selon ma belle-fille. Mais mes mains fonctionnent encore parfaitement, et ma tête aussi. Je ne vais pas me laisser abattre. Cette détermination soudaine me surprenait moi-même. D'où venait-elle après une nuit de désespoir? Peut-être du fond de mon âme, de cette force que j'avais toujours eue sans le savoir, ou peut-être du simple besoin de survie. « Je vais t'aider », m'a dit Marguerite en posant sa main sur la mienne. « On va leur montrer à ces ingrats de quel bois se chauffe une vieille femme inutile. » C'est ainsi qu'a commencé ma nouvelle vie, une vie que je n'avais jamais imaginée, une vie qui allait me mener bien au-delà de mes espérances les plus folles. Vous qui m'écoutez maintenant, d'où venez-vous? Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait perdu, où une trahison vous a brisé le cœur? Comment avez-vous rebondi? J'aimerais tant connaître vos histoires, car chacune d'elles est unique et précieuse. Ce que j'ai fait après avoir ramassé cette valise dans le jardin, ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé. C'était simplement la réaction d'une femme qui refuse de se laisser définir par les autres, même par sa propre famille. Et ce qui s'est passé ensuite, cette trahison a commencé bien avant cette valise dans le jardin. Les signes étaient là, subtils, mais présents, comme ces petites fissures qui apparaissent sur une porcelaine ancienne avant qu'elle ne se brise complètement. Claire était entrée dans notre vie il y a 7 ans. Mon fils Philippe l'avait rencontrée lors d'une conférence professionnelle à Rennes. Elle travaillait dans le marketing, lui dans l'informatique. Quand il me l'a présentée, j'ai été impressionnée par son assurance, son élégance et son ambition. Elle parlait avec passion de ses projets, de sa carrière. À l'époque, j'étais fière que mon fils ait trouvé une femme si accomplie. Les premiers mois de leur relation, Claire se montrait charmante avec moi. Elle m'apportait des fleurs, s'intéressait à mes histoires d'hôpital, me demandait même des conseils. Je me souviens qu'un jour, elle m'avait dit « Vous êtes extraordinaire, Françoise. Avoir élevé Philippe seul tout en travaillant si dur, je vous admire tellement. » Ces mots m'avaient touchée. Pour une femme qui avait passé sa vie à se demander si elle faisait assez bien, entendre ces paroles était comme un baume au cœur. Quand ils m'ont annoncé leur mariage, j'étais aux anges. Philippe, mon unique enfant, allait enfin fonder sa propre famille. Le mariage a eu lieu à la mairie de Saint-Malo, puis nous avons célébré dans un petit restaurant sur les remparts, avec vue sur la mer. J'avais économisé pendant des mois pour leur offrir un beau voyage de noces en Italie. Les problèmes ont commencé lorsqu'ils ont emménagé avec moi dans ma maison. C'était censé être temporaire, juste le temps qu'ils trouvent leur propre logement. 2 ou 3 mois maximum, avait promis Philippe. Mais les mois sont devenus des années. Au début, nous vivions en harmonie. Je me levais tôt pour aller travailler à l'hôpital. Je rentrais tard, épuisée mais heureuse de retrouver la maison propre et un repas préparé. Claire ne travaillait pas à ce moment-là. Elle disait chercher le poste parfait qui correspondrait à ses ambitions. Puis les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent des remarques anodines. « Françoise, vous laissez toujours traîner vos chaussures dans l'entrée. » Ou « ce pull est un peu démodé, non ?» Je ne m'en formalisais pas, pensant qu'elle voulait juste m'aider à améliorer mon quotidien. Ensuite, les repas préparés se sont faits plus rares. « Nous avons dîné plus tôt », s'excusait Claire. « Il reste du pain et du fromage dans le frigo. » Je rentrais souvent si fatiguée que je me contentais de grignoter quelque chose et d'aller me coucher. Ma chambre, qui était autrefois mon sanctuaire, est devenue progressivement un débarras. « On a besoin de ranger les cartons de notre déménagement quelque part », avait expliqué Philippe. Puis mon armoire a été réquisitionnée pour les vêtements de Claire. Juste temporairement, maman. Mon espace vital se réduisait comme peau de chagrin. Un jour, je suis rentrée pour découvrir que mon petit bureau,
celui où je rangeais mes papiers importants, où j'écrivais parfois des lettres à mes vieilles amies, avait été transformé en coin beauté pour Claire. Mes affaires avaient été déplacées dans un carton, posé dans un coin de ma chambre déjà encombrée. Mais c'était mon bureau, ai-je protesté doucement. Voyons, Françoise, avait répondu Claire avec ce sourire condescendant qui devenait de plus en plus fréquent. Vous l'utilisiez à peine et j'ai besoin d'un endroit pour me préparer le matin. La salle de bain est trop petite. Philippe n'avait rien dit. Il se tenait là, silencieux, le regard fuyant. Ce jour-là, j'ai compris que mon fils avait changé. L'enfant que j'avais élevé, celui qui me défendait avec fougue quand quelqu'un me manquait de respect, n'était plus là. À sa place, se tenait un homme effacé, incapable de s'opposer à sa femme, même quand elle me blessait. Les mois qui ont suivi ont été marqués par une dégradation constante de notre relation. Claire organisait des dîners avec leurs amis sans m'inviter à me joindre à eux. Ce sont des conversations professionnelles, vous vous ennuieriez, disait-elle. Je les entendais rire depuis ma chambre et je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Philippe travaillait de plus en plus tard, rentrant parfois après minuit. Claire, elle, avait finalement trouvé un emploi dans une agence de communication, mais passait plus de temps à redécorer la maison qu'à travailler. Des meubles que j'aimais disparaissaient, remplacés par des pièces modernes et impersonnelles. Les photos de famille étaient retirées des murs pour faire place à des tableaux abstraits que je ne comprenais pas. C'est pour donner un style plus contemporain à la maison, m'expliquait Claire quand j'osais poser des questions. Vous devriez nous remercier. Nous augmentons la valeur de votre bien, ma valeur. Comme si cette maison n'était qu'un investissement et non pas le foyer que j'avais construit avec amour, où chaque objet avait une histoire, une âme. Je me suis mise à faire des heures supplémentaires à l'hôpital. Officiellement, c'était pour aider mes collègues, pour mettre un peu plus d'argent de côté. Mais la vérité, c'est que je préférais être auprès de mes patients, à prendre soin d'eux, plutôt que de rentrer dans cette maison qui ne ressemblait plus à la mienne. La situation a atteint son paroxysme le jour de mon anniversaire. J'avais 67 ans. Personne ne m'avait souhaité bon anniversaire. J'ai travaillé comme d'habitude, pensant que peut-être Philippe et Claire m'avaient préparé une petite surprise pour mon retour. J'avais même acheté une bouteille de champagne sur le chemin du retour, espérant partager un moment convivial avec eux. Quand je suis rentrée, la maison était vide. Sur la table de la cuisine, un post-it. Soirée chez les Martins. Ne nous attendez pas. Pas un mot sur mon anniversaire. J'ai rangé la bouteille de champagne et je me suis préparé un thé, ravalant mes larmes. C'est ce soir-là que j'ai pris la décision de leur parler franchement, de leur dire que cette situation ne pouvait plus durer. Le lendemain matin, avant de partir travailler, j'ai tenté d'aborder le sujet avec Philippe, qui prenait son petit déjeuner seul dans la cuisine. « Philippe, il faut qu'on parle de notre situation de vie. Je ne me sens plus chez moi ici. » Il a à peine levé les yeux de son téléphone. « Pas maintenant, maman. J'ai une réunion importante ce matin. »« Quand alors ? Tu dis toujours « pas maintenant ». Mais nous devons discuter de... » Claire est entrée à ce moment-là, coupant court à notre conversation. « De quoi devez-vous discuter ?» a-t-elle demandé, son ton faussement léger trahissant son agacement. « De la maison, ai-je répondu, rassemblant mon courage. « Du fait que je ne me sens plus chez moi. » Son visage s'est durci instantanément. « Chez vous ? Philippe et moi avons investi des milliers d'euros dans la rénovation de cette maison qui tombait en ruine. Nous payons les factures pendant que vous dépensez votre salaire je ne sais où. C'était faux, bien sûr. Je contribuais toujours aux dépenses du foyer et la maison était entièrement payée. Mais avant que je puisse me défendre, Philippe s'est levé brusquement. « Je dois y aller. Nous en reparlerons plus tard. » Il est parti sans un regard pour moi, laissant Claire et moi face à face dans cette cuisine que je ne reconnaissais plus. « Écoutez-moi bien, Françoise, » a sifflé Claire dès que la porte s'est refermée derrière lui. Cette maison est à nous maintenant. Philippe a signé les papiers la semaine dernière. Nous vous tolérons par charité, mais ne poussez pas trop loin. Mon sang s'est glacé. Quel papier ? C'est impossible. Cette maison est à mon nom. Elle a ri, un rire cruel que je n'avais jamais entendu auparavant. Vous lui avez fait une procuration générale il y a 3 ans, vous vous souvenez ? Pour qu'il puisse s'occuper de vos affaires quand vous avez été hospitalisé pour votre opération du genou. Il n'a jamais révoqué cette procuration. Je me suis rappelé ce document signé à la hâte sur mon lit d'hôpital. Philippe m'avait assuré que c'était juste pour s'occuper de mes factures pendant ma convalescence.
Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse l'utiliser pour me dépouiller. Philippe n'aurait jamais fait ça. Ai-je murmuré, incrédule. Philippe fait ce que je lui dis de faire, a répondu Claire avec un sourire satisfait. Et ce soir, nous avons une discussion prévue avec vous. Il est temps que vous envisagiez d'autres options de logement. Une maison de retraite, peut-être? Avec votre état de santé, je me suis redressée, la colère remplaçant le choc initial. Mon état de santé est parfait. Je travaille plus d'heures que vous deux réunis. Cette maison est à moi et je n'irai nulle part. Son visage s'est tordu en une grimace de dégoût. Nous verrons bien. Cette journée à l'hôpital a été interminable. Je ne pouvais me concentrer sur rien, ressassant sans cesse les mots de Claire, me demandant si mon propre fils avait vraiment pu me trahir à ce point. J'ai appelé Victor Renard pendant ma pause déjeuner, lui laissant un message pour lui demander conseil sur cette histoire de procuration. Victor était un ancien avocat à la retraite qui venait souvent à l'hôpital rendre visite à sa sœur malade. Nous avions développé une amitié au fil des ans. Quand je suis sortie de l'hôpital ce soir-là, il faisait déjà nuit. J'avais pris une double garde, comme souvent ces derniers temps. 16 heures debout, à courir d'une chambre à l'autre, à changer des pansements, à rassurer des patients angoissés, à administrer des médicaments. Mon corps me suppliait de me reposer, mais mon esprit était en ébullition. Je me suis garée devant la maison, notant que les lumières étaient allumées. La discussion annoncée par Claire m'attendait probablement. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à défendre mes droits, à rappeler à Philippe que j'étais sa mère, que cette maison était le fruit de toute une vie de travail. C'est là que j'ai vu ma valise. Elle était posée sur les graviers de l'allée comme un objet abandonné. Une valise marron que j'avais achetée des années auparavant pour un voyage en Espagne qui n'avait finalement jamais eu lieu. Je m'en étais servi comme rangement supplémentaire, la gardant au fond de mon placard. Je me suis approchée lentement, refusant de croire ce que cette valise signifiait. Un morceau de papier était épinglé dessus. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles quand j'ai déplié la note. « Il n'y a pas de place pour une vieille femme inutile ici. Signé, votre chère belle-fille. » Le monde s'est arrêté de tourner pendant quelques secondes. Les mots dansaient devant mes yeux, cruels, définitifs. Je me suis effondrée à genoux près de cette valise, incapable de respirer correctement, sentant une douleur physique dans ma poitrine, comme si mon cœur se brisait littéralement. J'ai ouvert la valise d'une main tremblante. Claire y avait jeté quelques vêtements, mes médicaments pour l'arthrite, mon album photo, pas mes papiers d'identité, pas mon carnet de chèques, pas mon téléphone portable. Juste le strict minimum pour ne pas être accusée de m'avoir mise à la rue sans rien. Au fond de la valise, j'ai trouvé mon vieux carnet de recettes, celui que ma grand-mère m'avait transmis, où j'avais noté toutes ses recettes de pâtisserie et ajouté les miennes au fil des ans. Je l'ai serré contre mon cœur comme un talisman, le dernier vestige de ma vie d'avant. La pluie a commencé à tomber doucement, d'abord quelques gouttes éparses, puis de plus en plus drues. Mes cheveux gris se sont plaqués sur mon visage, se mêlant à mes larmes. J'étais là, sous cette pluie battante, à 67 ans, sans toit, sans famille, avec pour seul bagage une valise à moitié vide. J'ai levé les yeux vers la maison. À travers les fenêtres du salon, j'ai aperçu Claire et Philippe, assis sur le canapé, regardant la télévision comme si de rien n'était, comme si leur mère et belle-mère n'étaient pas dehors sous la pluie, le cœur en miettes. J'ai voulu frapper à la porte, exiger des explications, leur rappeler que cette maison m'appartenait légalement, que j'avais tous les droits d'y vivre. Mais quelque chose m'a retenu. Une voix intérieure, celle de ma dignité peut-être, m'a dit de ne pas m'abaisser à les supplier. C'est à ce moment que mon téléphone professionnel a sonné, le seul qu'il ne m'avait tôt pas pris. C'était Marguerite, ma plus vieille amie, qui s'inquiétait de ne pas m'avoir vue au café après mon service, comme c'était notre habitude le vendredi. « Françoise, tout va bien? Tu n'es pas venue au café du port ?» Ma voix s'est brisée quand j'ai essayé de lui répondre. Les mots ne voulaient pas sortir. « Françoise, je t'entends respirer. Qu'est-ce qui se passe? » Ils m'ont mise dehors, Marguerite, Claire et Philippe. Ils ont jeté mes affaires dans le jardin. Le silence au bout du fil, puis la voix indignée de mon ami. « J'arrive tout de suite, ne bouge pas. » 20 minutes plus tard, Marguerite était là, avec son vieux Renault Kangoo. Elle n'a pas posé de questions.
m'a simplement prise dans ses bras, puis a chargé ma valise dans sa voiture. Tu viens chez moi ce soir, et demain, on réfléchira à tout ça ensemble. J'ai jeté un dernier regard à cette maison qui avait été mon foyer pendant 30 ans. Cette maison où j'avais élevé mon fils, où j'avais pleuré mon mari, où chaque pièce contenait des souvenirs précieux. Je savais, au plus profond de moi-même, que rien ne serait plus jamais comme avant. « Allons-y », ai-je dit à Marguerite en montant dans sa voiture. Il est temps de tourner la page. La maison de Marguerite était un petit appartement au 2e étage d'un immeuble ancien dans le quartier de Saint-Servant. Rien à voir avec ma maison spacieuse près des remparts, mais il y régnait une chaleur, une âme qui avait depuis longtemps déserté mon propre foyer. Cette nuit-là, allongée sur le canapé-lit que mon ami avait préparé à la hâte, je n'ai pas fermé l'œil. Le tic-tac de l'horloge murale rythmait mes pensées chaotiques. Comment en étais-je arrivé là? Comment mon fils, que j'avais élevé seul avec tant d'amour, avait-il pu me trahir ainsi? Et surtout, qu'allais-je devenir maintenant? À mon âge, avec mon maigre salaire d'aide-soignante, sans économie, car tout était passé dans cette maison et dans l'éducation de Philippe. Les options semblaient bien limitées. Une chambre misérable dans une résidence pour personnes âgées, demander l'aide sociale. L'humiliation s'ajoutait à la douleur. Aux premières lueurs de l'aube, épuisé par cette nuit blanche mais incapable de rester immobile plus longtemps, je me suis levé sans bruit pour ne pas réveiller Marguerite. Dans la petite cuisine, j'ai mis de l'eau à chauffer pour le café. Mes gestes étaient vite mécaniques, comme si mon corps fonctionnait indépendamment de mon esprit encore engourdi par le choc. C'est là que mon regard est tombé sur ma valise, posée contre un mur. J'ai senti une vague de colère monter en moi, pas contre Claire ou Philippe, mais contre moi-même. Comment avais-je pu me laisser faire? Comment avais-je pu devenir cette femme effacée, cette ombre qui se faufilait dans sa propre maison pour ne pas déranger? J'ai ouvert la valise et en ai sorti mon vieux carnet de recettes. Ces pages jaunies, tachées par endroits de beurre ou de vanille, racontaient une autre Françoise, une femme qui créait, qui osait, qui prenait plaisir à faire plaisir. Chaque recette était annotée de ma main. Ajouter plus de beurre, laisser reposer la pâte une nuit entière. Philippe adore celle-ci avec du chocolat fondu par-dessus. Tu es déjà debout? La voix de Marguerite m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, ses cheveux gris en bataille, son visage encore marqué par le sommeil. Je n'ai pas réussi à dormir, ai-je répondu en refermant doucement mon carnet. Elle s'est approchée et s'est assise face à moi. C'est normal. Ce que tu as vécu hier soir, personne ne devrait avoir à vivre ça. L'eau s'est mise à bouillir. J'ai préparé 2 tasses de café, trouvant un étrange réconfort dans ce geste simple, quotidien. Comme si, en faisant ce café, j'affirmais que la vie continuait malgré tout. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» a demandé Marguerite après quelques minutes de silence. J'ai ouvert mon carnet de recettes à la page des madeleines. Je crois que je vais cuisiner. Elle m'a regardée, perplexe. Cuisiner? Oui. Faire des madeleines, des financiers, des sablés. Comme avant. Françoise. Son ton était celui qu'on emploie avec quelqu'un qui délire légèrement. Je comprends que tu cherches du réconfort dans des activités familières, mais ne devrions-nous pas plutôt appeler un avocat? Voir si ce que Claire t'a dit sur la procuration est vrai? Tu ne peux pas laisser ton fils te voler ta maison. J'ai souri, un sourire qui l'a surprise. Tu te souviens, avant que je ne devienne aide-soignante, ce que je voulais faire? Elle a froncé les sourcils, faisant appel à ses souvenirs. Tu voulais ouvrir une pâtisserie, non? Exactement. C'était mon rêve, mais la vie en a décidé autrement. Jean-Pierre est mort. Je me suis retrouvée seule avec Philippe. Il fallait un salaire stable, une sécurité. Et alors? Alors, peut-être que c'est l'occasion. Peut-être que cette trahison est aussi une libération. Marguerite m'a regardée comme si j'avais perdu l'esprit. Tu veux ouvrir une pâtisserie? À 67 ans, sans argent, sans local, sans... Non, pas une pâtisserie. Pas tout de suite en tout cas. Mais je pourrais commencer par vendre quelques gâteaux au marché des Lys. Tu m'as toujours dit que mes madeleines étaient les meilleures de Bretagne. Elles le sont, a confirmé Marguerite. Mais pas de mais. J'ai besoin de faire quelque chose, Marguerite. Quelque chose pour moi. Quelque chose qui me rappelle qui je suis vraiment. Elle a secoué la tête, mais il y avait de l'affection dans son regard. Tu es la femme la plus têtue que je connaisse, Françoise Moreau. Et c'est probablement pour ça que je t'aime tant. D'accord, faisons des madeleines.
Cette journée a marqué le début de ma renaissance. Nous avons passé la matinée à faire des courses, achetant farine, beurre, sucre, œufs. Marguerite insistait pour tout payer, malgré mes protestations. « Tu me rembourseras avec tes premiers bénéfices », disait-elle avec un clin d'œil. L'après-midi, sa petite cuisine s'est transformée en atelier de pâtisserie. L'odeur du beurre fondu, de la vanille, du zeste de citron. Ces parfums familiers agissaient sur moi comme un baume. Chaque geste, tamiser la farine, fouetter les œufs, beurrer méticuleusement les moules, me reconnectait à une part de moi-même que j'avais oubliée. Marguerite me regardait faire, assise sur un tabouret, sirotant un thé. « Tu n'as rien perdu de ton savoir-faire », commentait-elle alors que je sortais du four, une première fournée de madeleines, parfaitement bombée. Vers 18 h, nous avions produit une impressionnante quantité de gâteaux, des madeleines classiques, d'autres au chocolat, des financiers aux amandes, des sablés à la fleur d'oranger, toutes les recettes que ma grand-mère m'avait transmises et que j'avais perfectionnées au fil des ans. « Et maintenant ?» a demandé Marguerite, contemplant notre production. « Maintenant, on va voir Marcel au Café du Port. Il connaît tout le monde et saura me dire comment obtenir une place au marché. » Marcel était un vieil ami, propriétaire du café le plus fréquenté du quartier. Quand nous sommes arrivés avec nos boîtes de gâteaux, il nous a accueillis avec son habituelle bonhomie. « Françoise, Marguerite, qu'est-ce qui vous amène ?» Marguerite lui a fait un résumé de ma situation, pendant que je disposais quelques échantillons de mes pâtisseries sur le comptoir. Le visage de Marcel s'est assombri en écoutant mon histoire. « Ces salauds !» a-t-il grommelé. « Pardon pour le langage, Françoise, mais ton fils et sa femme, ce qu'ils ont fait est impardonnable. Je ne suis pas venu pour parler de ça, ai-je dit fermement. Goûte plutôt une de mes madeleines. » Il en a pris une, l'a humée avant de croquer dedans. Ses yeux se sont écarquillés. « Mon Dieu, Françoise, c'est délicieux. Tu crois que je pourrais en vendre au marché ? » « Au marché ? Tu pourrais ouvrir une boutique avec des madeleines pareilles ? Une chose à la fois, ai-je ri. Pour l'instant, je cherche juste un emplacement au marché des Lys. Tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider ? Marcel a réfléchi un instant. Mon cousin Laurent fait partie du comité qui gère les emplacements. Je vais l'appeler tout de suite. Pendant qu'il téléphonait, j'ai offert des échantillons aux clients du café. Leurs réactions enthousiastes me réchauffèrent le cœur. Une vieille dame m'a même demandé si elle pouvait m'en commander pour l'anniversaire de son petit-fils. Marcel est revenu vers nous, tout sourire. C'est arrangé. Laurent dit qu'il y a un emplacement libre ce samedi. C'est petit et un peu à l'écart, mais c'est un début. Ce samedi ? Mais c'est dans 2 jours, me suis-je exclamé. Trop tôt ? S'est inquiété Marcel. J'ai pensé à ma valise chez Marguerite, à ma maison qui ne m'appartenait plus, à mon fils qui m'avait trahi. Non, c'est parfait. Les 2 jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Avec l'aide de Marguerite et de Marcel, j'ai acheté des boîtes, des sachets, du papier sulfurisé. J'ai imprimé de petites étiquettes avec le nom que j'avais choisi pour mes créations. Les douceurs de Françoise. Nous avons fabriqué une bannière simple mais élégante pour mon stand. Marguerite a même ressorti une vieille balance en cuivre qui appartenait à sa mère pour donner un air authentique à mon étal. Et puis est venu le samedi matin. Je me suis levée à 4 heures pour commencer à pâtisser. À 7 heures, tout était prêt. Des dizaines de madeleines encore tièdes, des financiers croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, des sablés délicatement parfumés. Marcel est venu nous chercher avec sa camionnette pour transporter notre précieuse cargaison. Le marché des Lys était déjà en effervescence quand nous sommes arrivés. Les producteurs locaux installaient leurs étals, les odeurs de fromage, de pain frais, de fruits et de légumes se mélangeaient dans l'air frais du matin. Laurent, le cousin de Marcel, nous a montré notre emplacement, un petit stand coincé entre un marchand de miel et un fleuriste. « Ce n'est pas l'idéal », s'est-il excusé. « C'est parfait », ai-je répondu, déjà occupé à installer mes créations. Les premières heures ont été calmes. Les gens passaient devant mon étal, regardaient curieusement mes pâtisseries, mais peu s'arrêtaient. J'ai commencé à douter. Peut-être que mes gâteaux n'étaient pas aussi bons que je le pensais. Peut-être que ce rêve de renaissance était aussi illusoire que l'avait été mon sentiment de sécurité dans ma propre maison. Et puis, vers 10 heures, une femme élégante s'est arrêtée. « Ce sont vous qui les avez faites ?» a-t-elle demandé en désignant mes madeleines. « Oui, madame.
Recette de ma grand-mère, perfectionnée au fil des ans. Elle en a acheté une, l'a goûtée sur place. Son visage s'est illuminé. C'est exactement comme celle que faisait ma mère. Je vais en prendre une douzaine. Après elle, un couple âgé s'est approché, puis une mère avec ses enfants, puis un groupe de touristes. À midi, la moitié de mon stock était vendu. À 15 heures, il ne restait plus rien. Tu vois, m'a dit Marguerite, qui était restée avec moi toute la journée. Je te l'avais bien dit que tes madeleines étaient les meilleures de Bretagne. J'ai compté ma recette, 187 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était de l'argent que j'avais gagné par moi-même, grâce à mon talent, à mon travail. Un argent qui n'avait rien à voir avec mon métier d'aide-soignante, qui n'était pas entaché par les souvenirs de ma maison perdue ou de la trahison de mon fils. « On recommence la semaine prochaine ?» a suggéré Marguerite. « On recommence », ai-je confirmé. Les samedis suivants ont confirmé ce premier succès. Chaque semaine, j'élargissais mon offre, essayant de nouvelles recettes, écoutant les retours de mes clients. Un peu plus de citron, pourquoi pas des madeleines au chocolat blanc. Avez-vous déjà essayé avec de la fleur d'oranger? Je prenais note de tout, adapté, expérimenté. Un mois après mon premier marché, j'avais déjà une clientèle fidèle. Certains venaient spécialement pour mes pâtisseries, passant commande à l'avance pour être sûr de ne pas repartir les mains vides. Une dame m'a même demandé si je pouvais réaliser un assortiment pour le baptême de sa petite fille. Marcel m'avait laissé un coin de son café pour préparer mes gâteaux, sa cuisine étant bien plus adaptée que celle de Marguerite. Je lui payais un loyer modeste, mais il insistait souvent pour le refuser. « Tu attires des clients », disait-il. « Ils viennent t'acheter tes madeleines et restent boire un café. » Un jour, alors que je préparais une commande spéciale de financier pour un anniversaire, la porte de la cuisine s'est ouverte sur un homme d'une 60aine d'années, élégant, les cheveux poivre et sel. « Excusez-moi de vous déranger » a-t-il dit d'une voix grave et posée. « Je cherche Françoise Moreau. »« C'est moi » ai-je répondu, essuyant mes mains farineuses sur mon tablier. « Je suis Victor Renard. Vous m'avez laissé un message il y a quelques semaines concernant une procuration. » Mon cœur a fait un bond. Dans l'effervescence de ma nouvelle activité, j'avais presque oublié cette histoire de procuration, cette maison volée, ce fils ingrat. Presque. « Monsieur Renard ?» ?»« Oui, bien sûr. Je suis désolé de ne pas avoir donné suite. Les circonstances ont changé. » Il a regardé autour de lui, notant les plaques de madeleine qui refroidissaient, les moules alignés, la farine qui blanchissait le plan de travail. « Je vois ça, » a-t-il dit avec un sourire. « Marcel m'a parlé de votre succès. Mais si vous avez un moment, j'aimerais tout de même discuter de cette procuration. J'ai fait quelques recherches qui pourraient vous intéresser. » Nous nous sommes installés à une table du café, devant 2 expressos que Marcel nous a servis avec un clin d'œil complice. « Votre fils n'avait pas le droit de vendre votre maison » a commencé Victor sans préambule. « La procuration que vous lui avez donnée était limitée dans le temps et dans son objet. Elle lui permettait de gérer vos affaires courantes pendant votre hospitalisation, pas de disposer de vos biens immobiliers. J'ai senti un mélange d'espoir et d'appréhension monter en moi. Vous en êtes sûr? Certain. J'ai retrouvé une copie du document dans les archives du notaire. La vente est nulle et non avenue. Juridiquement, cette maison est toujours la vôtre. Je suis restée silencieuse un moment, assimilant cette information. Ma maison, toujours la mienne. Je pourrais y retourner exiger que Claire et Philippe partent, retrouver mes murs, mes souvenirs. Et pourtant, Monsieur Renard, ai-je dit lentement, si je comprends bien, je pourrais engager une action en justice et récupérer ma maison. Absolument. Ce serait une procédure simple, compte tenu des preuves dont nous disposons. J'ai regardé par la fenêtre du café vers le marché où mon petit stand m'attendait chaque samedi. J'ai pensé à ces dernières semaines, à la liberté que j'avais trouvée dans cette nouvelle vie, à la joie simple de créer, de voir le plaisir sur le visage de mes clients. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. Mais je vous remercie pour ces informations. Elles me donnent des options. Victor Renard m'a regardé avec une compréhension qui m'a touchée. Prenez votre temps. Et en attendant, je prendrai bien une douzaine de vos madeleines. Ma petite fille vient me voir ce week-end. Cette conversation avec Victor Renard a marqué un tournant. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, je n'étais plus seulement une victime. J'avais des choix, un pouvoir que je ne soupçonnais pas. Et surtout, je commençais à entrevoir un avenir qui ne serait pas défini par ma perte,
mais parce que j'allais construire. Les semaines suivant ma conversation avec Victor Renard ont été marquées par un rythme effréné. Je jonglais entre mon travail d'aide-soignante, que j'avais réduit à mi-temps, et mes pâtisseries qui rencontraient un succès grandissant. Chaque matin, je me levais à l'aube pour préparer mes créations dans la cuisine de Marcel, avant d'aller à l'hôpital ou au marché. Les nuits étaient d'une courte, mais mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Marguerite s'inquiétait parfois de me voir si fatiguée. « Tu vas t'épuiser, Françoise », me disait-elle souvent. « Tu n'es plus une jeunette ». Je lui répondais invariablement par un sourire. Cette fatigue était différente de celle que je connaissais auparavant. C'était une fatigue satisfaite, celle qui suit un travail accompli avec passion. Un matin de juin, alors que je préparais une commande spéciale pour un mariage, 150 petits financiers décorés d'une fleur de sucre, la porte de la cuisine s'est ouverte sur Marcel, accompagné d'un homme que je n'avais jamais vu. Grand, l'air distingué malgré des vêtements simples, il portait des lunettes qui lui donnaient un air intellectuel. « Françoise » a annoncé Marcel avec une certaine excitation. « Je te présente Antoine Rousseau. C'est un vieil ami et il possède l'hôtel de la mer. J'ai essuyé mes mains farineuses sur mon tablier avant de serrer celle qu'Antoine me tendait. « Enchanté, monsieur Rousseau. Appelez-moi Antoine, je vous en prie. Marcel n'arrête pas de me parler de vos merveilleuses pâtisseries. Il paraît que vous faites les meilleures madeleines de Bretagne. » J'ai rougi légèrement. C'est ce que prétend Marguerite, mais elle est un peu partiale. « Je voudrais juger par moi-même, si vous permettez, » a-t-il dit en désignant un plateau de madeleine qui refroidissait. J'ai acquiescé, et il en a pris une. L'a humée avant de la goûter lentement, les yeux fermés comme pour mieux apprécier les saveurs. « C'est extraordinaire !» a-t-il finalement déclaré. « On sent le citron, mais sans qu'il domine. La texture est parfaite, moelleuse à l'intérieur, légèrement croustillante sur les bords, et ce petit goût de fleurs d'oranger subtil qui relève l'ensemble. J'étais impressionné par sa description précise. Vous avez l'air de vous y connaître en pâtisserie. Ma mère était pâtissière, a-t-il expliqué avec un sourire nostalgique. J'ai grandi entouré de ses parfums, mais je n'ai jamais eu son talent. J'ai préféré l'hôtellerie. Marcel, qui observait notre échange avec satisfaction, est intervenu. Antoine cherche un partenariat avec un artisan local pour le petit déjeuner de son hôtel. Actuellement, il se fournit chez un boulanger industriel, mais je préfère la qualité et l'authenticité, a complété Antoine. J'ai une clientèle exigeante, principalement des Parisiens et des étrangers qui viennent chercher à Saint-Malo une expérience authentique. Vos pâtisseries seraient parfaites. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Un partenariat? Vous voulez dire une commande régulière? Exactement. Une vingtaine de clients chaque jour, toute l'année, ce qui représenterait environ, voyons, une centaine de pièces quotidiennes. Madeleine, financier, sablé, nous pourrions varier selon les saisons. J'ai fait un rapide calcul mental. Une centaine de pièces par jour à un prix de gros qui resterait raisonnable. C'était une opportunité inespérée. Je suis très intéressée, ai-je dit, essayant de contenir mon excitation. Mais je dois être honnête, actuellement je travaille seule dans cette cuisine que Marcel me prête. Je ne sais pas si je pourrais gérer une telle production en plus de mon travail à l'hôpital et du marché. Antoine a hoché la tête, compréhensif. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai une autre proposition. Il a sorti de sa sacoche un dossier qu'il a ouvert devant moi. Des photos d'une petite boutique, des plans, des chiffres. L'ancien fleuriste sur la place Chateaubriand a fermé le mois dernier. Le local est à vendre. Il est petit mais bien situé avec une arrière-boutique qui pourrait être aménagée en laboratoire. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. J'ai regardé les documents, stupéfaite. Une boutique à moi? Un véritable laboratoire de pâtisserie? C'est très gentil, mais je ne peux pas me permettre d'acheter un commerce. Pas avec mes moyens actuels. Antoine et Marcel ont échangé un regard complice. Voilà l'idée, a repris Antoine. Je pourrais acheter le local et vous le louer avec une option d'achat. Vous me fourniriez exclusivement pour mon hôtel en échange d'un loyer modéré. Au bout de quelques années, si tout se passe bien, vous pourriez racheter le fonds. J'étais abasourdi. Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous me connaissez à peine. Antoine a haussé les épaules avec un sourire. Disons que j'ai un faible pour les belles histoires. Marcel m'a raconté votre parcours, comment vous avez rebondi après ce que vous avez vécu. J'admire votre courage
et votre détermination. Et puis, c'est aussi un bon investissement pour moi. Mes clients seront ravis de déguster vos pâtisseries et j'aurai l'exclusivité. Marcel m'a donné un petit coup de coude encourageant. Qu'est-ce que tu en dis, Françoise? Ce que j'en disais, j'étais partagée entre l'excitation et la peur. L'opportunité était magnifique, mais les risques immenses. Quitter mon emploi stable d'aide-soignante pour me lancer à 67 ans dans l'aventure de l'entrepreneuriat, n'était-ce pas de la folie? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je finalement répondu. C'est une décision importante. Bien sûr, a acquiescé Antoine. Prenez votre temps. Les documents sont à vous. Étudiez-les, faites-les vérifier par un avocat si vous le souhaitez. Je serai à l'hôtel toute la semaine. Après son départ, j'ai continué mécaniquement à préparer mes financiers, l'esprit ailleurs. Une boutique, mon nom sur une devanture. Un rêve que j'avais abandonné 40 ans plus tôt, quand la vie avait pris un tournant inattendu. Le soir même, j'ai montré le dossier à Marguerite et Victor Renard, que j'avais invités à dîner dans le petit appartement que je louais désormais. Victor avait continué à m'aider bénévolement pour mes démarches juridiques concernant la maison, et nous étions devenus amis. C'est une opportunité en or, a immédiatement déclaré Marguerite. Tu serais folle de refuser. Victor, plus mesuré, étudiait attentivement les documents. Le contrat semble équitable. La clause d'exclusivité est limitée aux seuls clients de l'hôtel, ce qui vous laisse libre de vendre à d'autres. Le loyer est effectivement modéré et l'option d'achat est une sécurité. Mais c'est un tel changement, ai-je murmuré. Et si je n'y arrive pas? Si le succès du marché ne se reproduit pas en boutique? À mon âge, je n'ai plus le droit à l'erreur. Victor a retiré ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Françoise, puis-je vous parler franchement? J'ai acquiescé, un peu inquiète. Depuis que je vous connais, je vous ai vu transformer une tragédie personnelle en un nouveau départ. Vous avez fait preuve d'une résilience et d'un courage admirable. Cette peur que vous ressentez maintenant est normale, mais ne la laissez pas vous arrêter. Vous méritez ce bonheur, cette reconnaissance de votre talent. Ces mots m'ont touché profondément. Victor avait raison. Après tout ce que j'avais traversé, pourquoi ne pas oser? Il y a autre chose, a ajouté Victor en sortant une enveloppe de sa serviette. J'ai reçu une réponse du tribunal concernant votre maison. Comme je l'avais prévu, la vente est considérée comme nulle. Juridiquement, vous êtes toujours propriétaire. Mon cœur s'est serré. Ma maison, je pouvais la récupérer, y retourner, reprendre le cours de ma vie d'avant. Qu'allez-vous faire? A demandé doucement Victor. J'ai regardé tour à tour mes deux amis, puis le dossier de la boutique posé sur la table. Une idée folle prenait forme dans mon esprit. Et si je vendais la maison? Ai-je finalement lâché? Légalement, légitimement, pour financer ma boutique, pour ne plus rien devoir à personne, pas même à Antoine Rousseau. Marguerite a ouvert de grands yeux. Vendre ta maison? Mais tu l'aimes tant. Tous ces souvenirs, les souvenirs, je les porte en moi. Cette maison, elle n'est plus ce qu'elle était. Claire et Philippe l'ont transformée, et pas seulement physiquement. Chaque pièce me rappellerait leur trahison. Non, je crois qu'il est temps de vraiment tourner la page. Victor a hoché la tête, pensif. C'est une décision courageuse. Et d'un point de vue pratique, le produit de la vente vous permettrait effectivement d'acheter directement le local commercial, sans passer par la location. Vous seriez totalement indépendante. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à tout le chemin parcouru depuis cette terrible soirée où j'avais découvert ma valise dans le jardin. La douleur était toujours là, quelque part, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus cette masse écrasante qui m'empêchait de respirer. Elle était devenue un moteur, une force qui me poussait à avancer. Le lendemain matin, j'ai appelé Antoine pour lui annoncer ma décision. Non, je n'acceptais pas sa proposition de location. Je voulais acheter directement la boutique avec mes propres moyens. Il a semblé surpris, mais admiratif. « Vous êtes une femme étonnante, Françoise Moreau », m'a-t-il dit. « Je serais ravi de travailler avec vous, quelle que soit la formule. » Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de démarches administratives. Victor m'a aidé à récupérer officiellement ma maison. Philippe et Claire ont dû quitter les lieux dans un délai d'1 mois. Une humiliation que je n'ai pas cherchée, mais que le destin a imposée. Je n'étais pas présente le jour de leur départ. Je ne voulais pas voir le visage de mon fils, ne pas risquer que ma détermination vacille face à ses excuses tardives ou son ressentiment. La maison a été mise en vente et a trouvé preneur rapidement.
Un couple de Parisiens cherchant une résidence secondaire à Saint-Malo, prêts à payer le prix fort pour une belle demeure proche des remparts. Le notaire a semblé surpris quand je lui ai annoncé que l'intégralité de la somme serait investie dans un commerce. À votre âge, Madame Moreau, ne préféreriez-vous pas placer cet argent pour assurer vos vieux jours? J'ai souri. Mes vieux jours, monsieur, je les vis maintenant. Et je compte bien en faire les plus beaux jours de ma vie. L'achat de la boutique s'est conclu fin juillet. C'était un petit local charmant, avec une large vitrine donnant sur la place Chateaubriand. L'arrière-boutique pouvait effectivement être transformée en un laboratoire fonctionnel, moyennant quelques travaux. J'ai engagé des artisans locaux, suivant les recommandations de Marcel et d'Antoine. Pendant les travaux, j'ai continué mes ventes au marché, économisant chaque euro pour l'investissement dans le matériel professionnel dont j'aurais besoin. Un grand four, des plaques, des moules, des ustensiles de qualité. Chaque samedi, mes clients fidèles me demandèrent des nouvelles de « la boutique », comme ils l'appelaient déjà. Leur enthousiasme me touchait et renforçait ma détermination. Un jour d'août, alors que je surveillais l'avancement des travaux, j'ai eu une visite inattendue. Victor Renard est entré, accompagné d'une femme d'une quarantaine d'années que je n'avais jamais vue. Françoise, je vous présente Solange Petit. Elle est pâtissière professionnelle et cherche un emploi à Saint-Malo. Solange m'a serré la main, son regard évaluant déjà l'espace en travaux avec un œil expert. Monsieur Renard m'a parlé de votre projet. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai froncé les sourcils, surprise. Je n'ai pas prévu d'embaucher pour l'instant. Je pensais gérer seule. Victor a souri. Françoise, soyez réaliste. Avec la commande quotidienne pour l'hôtel de la mer, le marché du samedi et bientôt la boutique ouverte toute la journée, vous ne pourrez pas tout faire seul, même avec toute la volonté du monde. Il avait raison, bien sûr. Dans mon enthousiasme, j'avais sous-estimé la charge de travail qu'impliquerait cette nouvelle aventure. Je pourrais commencer à mi-temps, a suggéré Solange, sentant mon hésitation. Pour vous seconder, vous former aux techniques professionnelles que vous ne connaîtriez pas encore. Je suis spécialiste du chocolat et j'ai travaillé dans plusieurs pâtisseries renommées à Paris. Pourquoi vouloir venir travailler ici alors, dans une petite boutique qui n'existe pas encore? Solange a haussé les épaules. Parce que j'en ai assez des grandes structures impersonnelles. Je cherche un projet à taille humaine où je pourrais réellement exprimer ma créativité. Et puis, elle a hésité, semblant chercher ses mots. Votre histoire m'inspire. Recommencer à zéro à votre âge, transformer une épreuve en opportunité. C'est le genre de personne avec qui j'aimerais travailler. Sa sincérité m'a touchée. Et puis, l'idée de pouvoir échanger avec une professionnelle, d'apprendre de nouvelles techniques, d'élargir mon offre au-delà des recettes traditionnelles que je maîtrisais, c'était tentant. D'accord, ai-je finalement accepté. Commençons par un essai. Mi-temps, comme vous le suggérez. Le sourire radieux de Solange m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Les travaux se sont achevés début septembre. Le résultat dépassait mes espérances. La boutique était lumineuse, accueillante, avec un comptoir en bois clair et des étagères où s'aligneraient bientôt mes créations. Le laboratoire était fonctionnel, équipé de matériel professionnel flambant neuf. Sur la devanture, une enseigne élégante annonçait « Les douceurs de Françoise, pâtisseries artisanales ». La veille de l'ouverture, j'ai organisé une petite réception pour remercier tous ceux qui m'avaient soutenu dans cette aventure. Marguerite, bien sûr, toujours présente depuis le premier jour. Marcel, qui avait généreusement partagé sa cuisine et son réseau. Antoine, dont la proposition avait été le déclencheur de tout ce projet. Victor, qui m'avait guidé à travers les méandres juridiques et administratifs. Et Solange, ma nouvelle associée, qui apportait son expertise et son enthousiasme. Debout au milieu de ma boutique, entourée de ses amis précieux, j'ai ressenti une émotion intense. 6 mois plus tôt, j'étais une femme brisée, jetée à la rue par son propre fils, avec pour seul bagage une valise à moitié vide. Et maintenant, j'étais là, propriétaire d'un commerce, prête à commencer une nouvelle vie professionnelle, à un âge où la plupart des gens pensent à la retraite. Je voudrais porter un toast, a déclaré Victor en levant son verre. À Françoise, qui nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour transformer une fin en un nouveau début. À Françoise, ont répété en chœur mes amis. Le cœur plein de gratitude, j'ai compris que la véritable découverte qui avait changé ma vie
n'était pas celle de la procuration invalide, ni celle de l'opportunité offerte par Antoine. C'était la découverte de ma propre force, de cette résilience insoupçonnée qui dormait en moi et que l'adversité avait réveillée. Le jour de l'ouverture de ma boutique restera à jamais gravé dans ma mémoire. J'avais passé la nuit dans le laboratoire, préparant avec Solange des centaines de pâtisseries. Mes mains travaillaient la pâte avec une assurance que je ne me connaissais pas, comme si elles avaient toujours su que ce moment viendrait. À l'aube, les présentoirs débordaient de madeleines dorées, de financiers moelleux, de sablés délicatement parfumés, mais aussi de nouvelles créations que Solange m'avait appris à réaliser. Des entremets au chocolat, des tartelettes aux fruits de saison, des petits choux garnis de crème légère. À 8 heures précises, j'ai tourné la pancarte fermée en « ouvert » et déverrouillé la porte. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Et si personne ne venait, si mes pâtisseries, appréciées au marché, ne trouvaient pas leur public en boutique, mes craintes se sont dissipées en quelques minutes. Une petite file s'était déjà formée devant la vitrine. Des clients fidèles du marché, des voisins curieux, des touristes attirés par les délicieuses odeurs qui s'échappaient de la boutique. La matinée est passée en un éclair entre service, encaissement et préparation des commandes pour l'hôtel de la mer qu'Antoine viendrait chercher en fin de journée. À midi, les 3/4 de nos présentoirs étaient déjà vides. Solange s'est précipitée dans le laboratoire pour préparer une nouvelle fournée, tandis que je continuais à accueillir les clients avec un sourire qui ne quittait plus mon visage. « Vos madeleines sont divines », m'a confié une dame élégante qui en achetait une douzaine. Elle me rappelle celle que préparait ma grand-mère. C'était le plus beau des compliments. Je ne cherchais pas à révolutionner la pâtisserie, mais à perpétuer ses saveurs d'enfance, ces douceurs réconfortantes qui parlent directement au cœur. La journée s'est achevée sur un succès éclatant. Lorsque j'ai fermé la porte à 19 h, j'étais épuisée mais profondément heureuse. Les présentoirs étaient d'arrêt vides, la caisse pleine, et déjà plusieurs commandes avaient été passées pour les jours suivants. Les semaines qui ont suivi ont confirmé ce démarrage prometteur. Les douceurs de Françoise devenaient un passage obligé pour les habitants de Saint-Malo et pour les touristes gourmands. Je travaillais d'arrache-pied, souvent de 4 heures du matin jusqu'au soir, mais cette fatigue avait une saveur douce. C'était l'épuisement satisfait de quelqu'un qui a trouvé sa voie, sa raison d'être. Solange s'est révélée être bien plus qu'une simple employée. Grâce à son expertise et sa créativité, nous avons élargi notre offre, proposant désormais des pièces plus élaborées qui côtoyaient mes recettes traditionnelles. Sa spécialité, des petits chocolats fourrés aux saveurs inattendues, lavande, thym, sel de Guérande, attirait une clientèle d'amateurs éclairés. Un matin d'octobre, alors que je préparais la pâte pour mes madeleines, j'ai entendu la clochette de la porte d'entrée tinter. Nous n'ouvrions qu'à 8 heures, mais il n'était pas rare que des clients particulièrement matinaux tentent leur chance. « Nous n'ouvrons que dans 1 heure !» ai-je lancé sans lever les yeux de mon travail. « Je sais, je voulais juste te voir, maman. » Cette voix, j'ai relevé brusquement la tête. Philippe se tenait là, dans l'encadrement de la porte qui séparait la boutique du laboratoire. Mon fils, l'homme qui m'avait trahi, qui avait laissé sa femme me jeter à la rue. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il portait un costume froissé, comme s'il avait dormi avec. Mon cœur s'est serré douloureusement. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, il restait mon enfant, celui que j'avais porté, nourri, élevé. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras, lui dire que tout était pardonné. Une autre partie, plus méfiante, se rappelait trop bien la douleur de cette nuit de pluie, cette valise dans le jardin, cette note cruelle. « Qu'est-ce que tu veux, Philippe ?» Ma voix était plus froide que je ne l'aurais souhaité. Il a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je voulais te féliciter pour ta boutique. On m'a dit que ça marchait très bien. »« Qui t'a dit ça ?»« Marcel. Je suis passé au Café du Port hier soir. Il n'a pas voulu me donner ton adresse, mais il m'a parlé de la boutique. Un silence pesant s'est installé entre nous. J'ai continué à pétrir ma pâte pour me donner une contenance, pour empêcher mes mains de trembler. « Comment vas-tu, maman ?» a-t-il finalement demandé, sa voix à peine audible. Comment j'allais? La question semblait presque dérisoire après tout ce qui s'était passé. « Je vais bien, Philippe. Mieux que je n'ai jamais été, en fait.
Il a hoché la tête comme si cette réponse était attendue, méritée. Je suis content pour toi. Vraiment, j'ai arrêté de pétrir et j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Et toi, comment vas-tu ? Un sourire triste a traversé son visage. Pas très bien, pour être honnête. Claire est partie. Elle m'a quitté quand nous avons dû quitter la maison. Apparemment, je n'étais intéressant que tant que je pouvais lui offrir un certain style de vie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle. Juste une immense tristesse pour ce fils qui avait tout sacrifié, y compris sa propre mère, pour une femme qui ne l'aimait pas vraiment. Je suis désolée, Philippe. Ne le sois pas. Je l'ai mérité. Il a fait quelques pas dans le laboratoire, regardant autour de lui avec une curiosité mêlée d'admiration. C'est impressionnant ce que tu as créé ici, en si peu de temps. J'avais ce rêve depuis longtemps, bien avant ta naissance en fait. Je ne savais pas. Il semblait sincèrement surpris. Tu ne m'en as jamais parlé. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Philippe. Quand ton père est mort et que je me suis retrouvée seule avec toi, j'ai mis mes rêves de côté. J'ai choisi un métier stable qui me permettrait de t'élever correctement, de financer tes études. Je ne le regrette pas. Mais parfois, la vie nous offre une seconde chance. Il a acquiescé lentement, les yeux brillants de larmes contenues. Je suis tellement désolée, maman. Ce que nous avons fait, Claire et moi, c'est impardonnable. J'étais aveuglée. Elle me manipulait, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être plus fort. Je l'ai regardé, cet homme de 42 ans qui semblait soudain si vulnérable, si perdu. Mon fils, malgré tout, mon fils. Qu'attends-tu de moi, Philippe ? Il a paru désarçonné par la question. Je ne sais pas. Ton pardon, peut-être ? Une seconde chance ? Je sais que je ne la mérite pas, mais le pardon ne se mérite pas. Ai-je dit doucement. Il se donne et il prend du temps. Solange est entrée à ce moment-là, portant un grand sac de farine. Elle s'est arrêtée net en voyant Philippe, son regard passant de lui à moi avec inquiétude. « Tout va bien, Françoise ?» a-t-elle demandé, prête à intervenir si nécessaire. « Oui, Solange, c'est mon fils, Philippe. Philippe, voici Solange Petit, ma pâtissière et associée. » Ils ont échangé un signe de tête, Solange visiblement sur ses gardes. Elle savait toute l'histoire, bien sûr. « Je vais vous laisser, » a-t-elle dit en posant le sac de farine. « Je reviendrai dans 1 heure pour l'ouverture. » Après son départ, un nouveau silence s'est installé. Philippe semblait chercher ses mots, tourmentant nerveusement le bord de sa veste. « Je dois y aller aussi, » a-t-il finalement dit. « Je reprends le train pour Paris ce matin. Je voulais juste te voir, te dire que je regrette et que je suis fière de toi. Tu vis à Paris maintenant ? Oui, j'ai trouvé un poste dans une start-up. Un nouveau départ, en quelque sorte, je comprends. » Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. « Pourrais-je revenir te voir lors de mon prochain passage à Saint-Malo ?» J'ai hésité. Une partie de moi craignait encore la douleur, la trahison. Mais une autre partie, peut-être plus sage, savait que la vie est trop courte pour les rancunes éternelles. « Oui, tu pourras revenir. Pas comme si rien ne s'était passé, mais nous pourrons peut-être reconstruire quelque chose, avec le temps. » Son visage s'est illuminé d'un espoir fragile. « Merci, maman. À bientôt, alors. » Après son départ, je suis restée longtemps immobile dans mon laboratoire, les mains plongées dans la pâte à madeleine qui attendait. Cette rencontre m'avait bouleversée plus que je ne voulais l'admettre. Mais elle avait aussi apporté une forme de paix, comme si une page se tournait vraiment. Les mois suivants ont été placés sous le signe de la croissance et de l'innovation. Le succès de la boutique ne se démentait pas. Nous avions dû engager une vendeuse à temps partiel, Émilie, une jeune femme dynamique qui avait le contact facile avec les clients. Solange et moi nous concentrions sur la production, développant sans cesse de nouvelles recettes. Philippe tenait parole et venait me voir régulièrement, environ 1 fois par mois. Nos relations restaient empreintes d'une certaine réserve, mais progressivement, nous réapprenions à nous connaître, non plus comme mère et fils, mais comme 2 adultes qui partagent un passé compliqué et tentent de construire un avenir meilleur. Un après-midi de décembre, alors que la boutique était décorée pour les fêtes et que nous préparions des bûches de Noël et des chocolats en forme d'étoiles, Victor Renard est passé me voir avec une proposition inattendue. « Françoise, avez-vous déjà pensé à transformer l'étage au-dessus de la boutique ?» m'a-t-il demandé après avoir dégusté une de nos nouvelles créations, une tartelette à l'orange,
et au romarin. L'étage, je n'y ai pas accès. Il appartient à un autre propriétaire. Plus maintenant, il est à vendre et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. J'ai froncé les sourcils. Les affaires marchaient bien, mais pas au point d'envisager une telle expansion. Pour en faire quoi? Un salon de thé peut-être, ou mieux encore, un lieu d'accueil pour femmes en difficulté, un endroit où elles pourraient se poser, se reconstruire, peut-être même apprendre le métier de pâtissière à vos côtés. La suggestion m'a prise au dépourvu. Un lieu d'accueil, moi qui avais été jetée à la rue, offrir un refuge à d'autres femmes dans la même situation. C'est une idée généreuse, mais je ne sais pas si j'ai les moyens, l'énergie, les compétences pour gérer un tel projet. Victor a souri, ce sourire bienveillant qui avait le don de balayer mes doutes. Vous ne seriez pas seul. J'ai parlé à Antoine, à Marguerite, à d'autres personnes de mon réseau. Nous sommes plusieurs à vouloir créer une fondation qui financerait ce projet. Vous apporteriez votre expérience, votre histoire, votre savoir-faire. L'idée a fait son chemin dans mon esprit, déployant progressivement toutes ses possibilités. Un lieu où des femmes brisées par la vie pourraient, comme moi, trouver une seconde chance, apprendre un métier valorisant, retrouver confiance en elles, se reconstruire. J'aurais besoin d'y réfléchir, ai-je finalement répondu. C'est une grande responsabilité. Bien sûr, prenez votre temps. Le propriétaire ne mettra pas l'appartement sur le marché avant janvier. Cette conversation avec Victor a éveillé en moi une réflexion profonde. Jusqu'alors, je m'étais concentrée sur ma propre renaissance, sur la construction de cette nouvelle vie dont j'étais fière. Mais peut-être était-il temps de donner plus, de partager cette expérience avec d'autres femmes qui, comme moi, avaient besoin de croire qu'une seconde vie était possible. J'en ai parlé à Solange, qui a immédiatement été enthousiasmée par l'idée. Ce serait formidable, Françoise. Nous pourrions proposer des formations, des stages. Certaines de ces femmes pourraient ensuite trouver du travail dans d'autres pâtisseries, ou même ouvrir leur propre commerce. J'ai partagé mes réflexions avec Marguerite, avec Antoine, avec d'autres amis que j'avais rencontrés depuis l'ouverture de la boutique. Tous m'ont encouragé, offrant leur soutien, leurs idées, parfois même leur aide financière. Début janvier, j'ai recontacté Victor pour lui annoncer ma décision. Nous avons signé les papiers pour l'achat de l'étage au nom de la nouvelle fondation que nous venions de créer, la Seconde Chance. Les travaux ont commencé aussitôt pour transformer l'appartement en un lieu d'accueil chaleureux comprenant 3 chambres, un espace commun et une petite cuisine où je pourrais donner des cours. Le jour de l'inauguration, 6 mois plus tard, était une journée ensoleillée de juin. L'étage, entièrement rénové, était lumineux et accueillant. Des fleurs ornaient chaque pièce et sur les murs, des photos encadrées racontaient mon histoire depuis cette valise dans le jardin jusqu'à l'ouverture de ma boutique. Nous avions invité la presse locale, des responsables municipaux, des travailleurs sociaux, tous ceux qui pourraient nous aider à faire connaître ce projet et à identifier des femmes qui en bénéficieraient. La boutique était exceptionnellement fermée pour l'occasion, mais nous avions préparé un buffet somptueux de pâtisserie pour les invités. Lorsque le maire de Saint-Malo m'a demandé de dire quelques mots, j'ai senti l'émotion me submerger. Debout dans ce lieu qui symbolisait tant pour moi, entouré de tous ces visages bienveillants, j'ai mesuré le chemin parcouru. Il y a 1 an et demi, ai-je commencé, j'étais une femme de 67 ans, jetée à la rue avec une simple valise. J'aurais pu me laisser abattre, m'apitoyer sur mon sort, mais grâce à des amis précieux, grâce à une force intérieure que je ne me connaissais pas, j'ai choisi un autre chemin. J'ai transformé cette épreuve en un nouveau départ. Aujourd'hui, avec la Seconde Chance, je souhaite offrir cette même opportunité à d'autres femmes, leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour croire en ses rêves. Les applaudissements qui ont suivi mon discours m'ont réchauffé le cœur. J'ai cherché du regard mes amis dans la foule. Marguerite, qui avait été la première à me tendre la main. Marcel, dont la générosité avait permis mes premiers pas. Antoine, dont la proposition avait changé le cours de ma vie. Victor, dont les conseils avisés m'avaient guidée. Solange, devenue bien plus qu'une associée. Et un peu en retrait, Philippe, venu spécialement de Paris pour l'occasion, son regard empli d'une fierté mêlée de remords. Notre première résidente est arrivée une semaine plus tard. Elle s'appelait Colette.
avait 54 ans et avait perdu son emploi puis son logement après un divorce difficile. En lui montrant sa chambre, en lui expliquant le fonctionnement de notre fondation, j'ai revu la femme que j'étais ce soir de pluie, perdue, désespérée, avec pour seul bagage une valise à moitié vide. « Je ne sais pas si je pourrais y arriver », m'a-t-elle confié, les yeux remplis de doute. Recommencer à zéro à mon âge. J'ai pris ses mains dans les miennes, ses mains un peu rugueuses qui avaient connu le travail et les difficultés. Si je l'ai fait à 67 ans, vous pouvez le faire à 54. Ce ne sera pas facile tous les jours. Il y aura des moments de doute, de découragement. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. Un timide sourire a éclairé son visage. Le même genre de sourire que j'avais eu ce matin où, feuilletant mon vieux carnet de recettes dans la cuisine de Marguerite, j'avais décidé de ne pas me laisser abattre. Ce soir-là, en fermant la boutique, j'ai regardé avec satisfaction l'enseigne illuminée qui proclamait « Les douceurs de Françoise ». Puis j'ai levé les yeux vers l'étage où brillait désormais une autre enseigne, plus discrète mais tout aussi significative, la seconde chance. J'ai repensé à cette valise jetée dans le jardin, à cette note cruelle signée par ma belle-fille. Il n'y a pas de place pour une vieille femme inutile ici. La vie m'avait magnifiquement démenti. Non seulement j'avais trouvé ma place, mais j'en créais maintenant pour d'autres. Cette trahison qui aurait pu me détruire avait été le catalyseur d'une renaissance que je n'aurais jamais imaginée. J'ai pris ma valise et j'ai fait ça. J'ai transformé ma douleur en force, ma perte en gain, ma fin en commencement. Et c'était seulement le début. Cette histoire que je viens de vous partager n'est pas qu'un simple récit. C'est le témoignage d'une renaissance, d'une transformation profonde qui a bouleversé ma vie à 67 ans, quand tout semblait perdu. Souvenez-vous de cette image. Une valise jetée dans le jardin, sous la pluie, avec ce mot cruel épinglé dessus. Il n'y a pas de place pour une vieille femme inutile ici. Une trahison venue de ma propre famille, de mon fils Philippe et de sa femme Claire, qui m'avait dépossédé de ma maison, de mes souvenirs, de ma dignité. Ce soir-là, trempé par la pluie, le cœur brisé, j'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu me laisser submerger par le désespoir, par l'humiliation. Beaucoup l'auraient fait à ma place. Qui ne se serait pas senti anéanti face à une telle cruauté, surtout venant de son propre enfant? Mais quelque chose en moi, une force que je ne me connaissais pas, un instinct de survie peut-être, m'a poussé à me relever. Grâce à l'aide précieuse de mes amis, Marguerite, qui m'a offert un toit cette nuit-là, Marcel, qui m'a prêté sa cuisine pour mes premières pâtisseries, Victor Renard, qui m'a guidé dans les méandres juridiques, Antoine Rousseau, qui a cru en mon talent, Solange, qui a partagé son expertise. J'ai réussi non seulement à survivre, mais à m'épanouir comme jamais auparavant. Des madeleines vendues timidement au marché, je suis passée à ma propre boutique, Les Douceurs de Françoise, devenue un incontournable de Saint-Malo. De cette maison dont j'avais été chassée, j'ai fait une opportunité, utilisant l'argent de sa vente pour financer mon rêve de jeunesse, celui que j'avais mis de côté pendant 40 ans pour élever mon fils. Et puis est venue la seconde chance, cette fondation créée pour aider d'autres femmes en difficulté, pour leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer. Même Philippe est revenu dans ma vie, non pas comme autrefois. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement, mais comme un homme conscient de ses erreurs, désireux de réparer ce qui peut l'être encore. Claire l'a quitté quand ils ont perdu la maison, révélant la superficialité de son amour. Une leçon douloureuse pour mon fils, mais peut-être nécessaire. Aujourd'hui, à presque 69 ans, je dirige une entreprise florissante et une fondation qui a déjà aidé plusieurs femmes à retrouver leur chemin. Colette, notre première résidente, travaille maintenant dans une boulangerie réputée de Rennes. 2 autres ont ouvert ensemble un petit service de traiteur. Une 4e est retournée aux études pour obtenir un diplôme en gestion. Chacune d'elles a trouvé, comme moi, une seconde chance, une nouvelle raison d'avancer. Quand je regarde en arrière, vers cette nuit pluvieuse où tout a basculé, je ressens non pas de la colère ou de l'amertume, mais une étrange gratitude. Cette épreuve, aussi cruelle fut-elle, m'a offert une liberté que je n'aurais jamais connue autrement.
Elle m'a forcé à sortir d'une vie confortable mais sans épanouissement, à renouer avec mes passions, à découvrir des talents enfouis, à créer quelque chose dont je peux être fier. Cette expérience m'a aussi appris des leçons précieuses sur la vie, sur les relations humaines, sur moi-même. J'ai appris que la résilience n'est pas une qualité innée, mais un muscle qui se développe face à l'adversité. J'ai appris que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. J'ai appris que les véritables amis se révèlent dans les moments difficiles et que la famille n'est pas toujours celle du sang. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir ceux qui nous ont blessés, mais de vivre pleinement, heureusement, librement. Ma valise, cette valise à moitié vide, jetée dans le jardin, je l'ai gardée. Elle est exposée dans la seconde chance, comme un symbole, un rappel de ce jour où tout a changé, où une fin est devenue un commencement. Je la montre aux femmes qui arrivent chez nous, le regard perdu, l'estime de soi en miettes. Je leur raconte mon histoire, non pas pour me mettre en avant, mais pour leur montrer que même du plus grand désespoir peut naître une renaissance. Et vous qui m'écoutez maintenant, j'espère que mon histoire vous aura touché, qu'elle aura peut-être résonné avec vos propres épreuves, vos propres combats. Peut-être traversez-vous en ce moment une période difficile. Peut-être avez-vous l'impression que tout s'écroule autour de vous. Sachez que la nuit la plus sombre précède toujours l'aube, que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle les germes d'un nouveau départ. J'aimerais connaître vos impressions, vos réactions à mon histoire. A-t-elle trouvé un écho en vous? Avez-vous vécu des situations similaires? Comment les avez-vous surmontées? Votre témoignage pourrait être précieux pour d'autres qui traversent des moments difficiles. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque message est lu avec attention et me touche profondément. Si mon récit vous a ému, si vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, j'y partage une nouvelle histoire, un nouveau témoignage de résilience, de courage, de renaissance. Des récits authentiques qui montrent que la vie est faite de hauts et de bas, mais que c'est souvent dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre véritable force. Un simple clic sur le bouton « S'abonner » vous permettra de ne manquer aucun de mes prochains récits. Et si vous avez apprécié cette histoire en particulier, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour me le faire savoir. Cela m'encourage à continuer, à partager encore et encore ces fragments de vie qui, je l'espère, vous inspirent autant qu'ils m'ont inspiré. La réalisation de ces vidéos demande beaucoup de temps, d'énergie et de ressources. Rechercher les histoires, les écrire, les filmer, les monter, chaque étape représente un investissement important. Si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Votre contribution, même modeste, m'aidera à couvrir les frais de production et à proposer davantage de contenu, peut-être même quotidiennement. Ce soutien est inestimable et me permettra de continuer à partager ces récits qui, je le crois sincèrement, peuvent apporter réconfort et inspiration à ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de consulter également les autres vidéos de la chaîne. Vous y découvrirez d'autres parcours extraordinaires, d'autres vies bouleversées puis reconstruites, d'autres leçons de courage et de persévérance. Chaque histoire est unique, mais toutes portent le même message d'espoir. Quelles que soient les épreuves, il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de donner un nouveau sens à sa vie. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre temps, pour cette connexion qui s'est créée entre nous à travers ce récit. Comme je le dis souvent aux femmes qui passent par la seconde chance, la vie est un livre dont on tourne les pages et même le chapitre le plus sombre n'est jamais la fin de l'histoire. À très bientôt sur Souvenirs de grand-mère pour d'autres histoires, d'autres émotions, d'autres leçons de vie. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez vos impressions dans les commentaires et si le cœur vous en dit, soutenez la chaîne avec un merci. Votre présence et votre soutien font toute la différence.